Merci, bonjour, bonjour tout le monde, messieurs, mesdames, merci d'être venus. Alors, vous voudrez bien me pardonner parce que comme j'ai été prévenue relativement tard que je devais faire cette conférence, je n'ai peut-être pas eu le temps d'aller dans toutes les archives ou de retrouver d'autres choses. Je disais là à un de mes collègues que lorsque j'ai fait ma thèse, moi je me suis intéressée plutôt aux côtés de la guerre en elle-même, et comme la France est un pays à ce moment-là, encore maintenant d'ailleurs, laïque et républicain, eh bien on ne fait jamais la différence entre les protestants et les catholiques. C'est-à-dire que la première fois qu'il y a une différenciation, c'est dans un rapport dont je vais vous parler tout à l'heure, qui s'appelle le rapport Bougour, des inspecteurs qui sont venus en Nouvelle-Calédonie en 1918. Et eux, lorsqu'ils font le recensement des écoles protestantes et des écoles catholiques, eh bien, ils donnent le nombre de protestants. Mais auparavant, ça n'était jamais arrivé. Donc, d'où ma difficulté à trouver un lien entre... Et puis finalement, à travers tous les écrits du pasteur Lénart, mais pas seulement, à travers de beaucoup d'autres faits historiques, eh bien, on peut créer un lien entre les protestants de la Grande Terre et puis la Grande Guerre, comme c'est écrit sur l'affiche. Alors, je n'oublie pas non plus que la conférence, elle se situe dans le thème des Journées du patrimoine de cette année, et ce thème, ce sont les migrations. Or, les migrations, eh bien, on a deux sortes de migrations, on peut dire, qui concernent cette période-là. Avant la période, on a les migrations des évangélistes qui viennent des îles Loyauté. Avant, ils venaient d'un petit peu plus loin encore, et ils arrivent sur la Grande Terre. Et ce phénomène-là provoque dans beaucoup de villages des quantités de dissensions. Donc, qui seront, je le redirai aussi, une des raisons, une des causes de cette guerre de 1917 en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, autre migration, parce que pour la première fois, il y aura environ 1000 Kanaks qui vont quitter la Nouvelle-Calédonie et qui vont partir en métropole. Donc, bien sûr, c'est à petite échelle, mais je pense qu'on peut parler aussi de migration. Donc, nous sommes à l'intérieur de ces deux segments-là. Alors, je vais d'abord commencer par vous rappeler, mais dans les grandes lignes, bien sûr, l'engagement des tirailleurs en Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient protestants ou non. Et puis ensuite, eh bien, on verra ce qu'ils ont fait quand ils sont en métropole. Alors, un des problèmes, si vous voulez, c'est de se demander, mais comment se fait-il que les tirailleurs soient partis si tard par rapport au début de la guerre, d'une part, puis ont mobilisé une Nouvelle-Calédonie. Alors, il faut se souvenir que les Kanaks sont des sujets, ils ne sont pas citoyens, donc l'État n'a pas la possibilité de les mobiliser. Donc ne sont mobilisés que les hommes qui sont citoyens français. Mais au bout de 2 ans de guerre, on a besoin de beaucoup d'hommes, il y en a beaucoup qui sont morts déjà à cette époque-là, on a besoin d'ouvriers et on a besoin de soldats. Au départ, les indigènes des colonies ont été plutôt recrutés comme combattants, les fameux tirailleurs sénégalais, et puis finalement, ils n'ont pas tellement donné satisfaction. Bon, c'est pas pour ça non plus qu'on les a renvoyés. Mais lorsque les Kanaks arrivent en fin de course, puisque c'est un décret de 1915, d'octobre 1915, où pour la première fois, on cite les indigènes du Pacifique. On les cite nommément. Et le député qui fait son discours parle vraiment violemment en disant mais comment se fait-il qu'on n'ait pas du tout d'indigènes du Pacifique? Donc ça va déclencher toute une série de décrets, d'arrêtés, etc. Et puis, début janvier 1916, les campagnes d'engagement des tirailleurs kanaks vont se faire. Alors, ce bataillon, il va être d'abord un bataillon d'ouvriers, on dit un bataillon d'étape. Donc les premiers qui partent vont partir en juin 1916, les seconds, mais il y en a très peu, en décembre 1916, puis les derniers en novembre 1917.
Mais à ce moment-là, le bataillon aura été transformé en bataillon de marche, donc en bataillon de combattants. Alors, vous voyez comment tous ces déplacements d'hommes se sont faits d'une manière à la fois progressive et puis avec des à-coups, des moments où il se passait des choses, d'autres pas. Alors, mobiliser des soldats ou engager des tirailleurs pour les faire partir en métropole, le gros problème, c'est le transport. On est dans une île, le monde est en guerre, il y a beaucoup de bateaux qui sont coulés lorsqu'ils voyagent dans les océans. D'ailleurs, des Kanaks de bas, je crois, étaient sur un navire qui a coulé au large de Colombo. Mais donc, tous les aléas de la guerre se retrouvent là. Alors, les premières campagnes la première campagne d'engagement en Nouvelle-Calédonie va se faire par région. Donc, je ne parlerai pas des loyautés puisque notre propos c'est sur la Grande Terre, mais il faut savoir que chaque campagne va faire venir des gens de toute la Nouvelle-Calédonie, des îles de la Grande Terre, etc. Alors, il y a malgré tout, dans le décret d'octobre 1915, une indication assez précise qui dit que les engagés doivent être incorporés dans le bataillon du Pacifique en fonction de la langue qu'ils parlent, donc ceux qui parlent la même langue et ceux qui viennent de la même région. Alors, quelquefois, comme il y en a beaucoup qui viennent quand même de Nouméa, bon, c'est par rapport à la langue qu'ils parlent et ils sont réunis. Ce qui permet d'ailleurs après, quand on va parler des protestants, de dire, ben voilà, ils sont sans doute protestants, tout cela. Donc ça, c'est la première campagne d'engagement. Cette première campagne, elle se passe bien, on peut dire bien. Alors pourquoi se passe-t-elle bien? D'abord parce que pour la première fois, le gouvernement français, par l'intermédiaire du gouverneur, par l'intermédiaire du chef des services indigènes, qui s'appelle Fourcade, et puis par l'intermédiaire aussi des syndics de l'indigénat, qui sont généralement des gendarmes, parfois des colons, sur la Grande Terre. Et puis d'autres personnes qui vont influencer aussi les jeunes gens à s'engager, ce sont les missionnaires. Alors missionnaires catholiques ou missionnaires protestants. Juste un petit mot sur les catholiques quand même, c'est qu'au début de la guerre, les catholiques ne sont pas du tout partisans que leurs ouailles s'en aillent à la guerre. Donc vraiment, ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher. Alors que du côté des protestants, Maurice Lénart, le premier, si vous voulez, lui au contraire, il va définir toute une politique d'intervention, de discours dans les paroisses. C'est ce qu'on dit, une paroisse ? Dans les paroisses pour que les jeunes gens s'engagent. Et il va persuader aussi les grands chefs, puisque en réalité c'est le grand chef qui est responsable de l'engagement. C'est lui qui va dire toi tu peux partir, non toi tu pars pas, c'est ton cousin qui va venir à la place et ainsi de suite. Donc ça se passe, je vous disais, relativement bien pour ce premier convoi qui va comporter environ 700 Kanaks. Mais quand je dis ça, je commets une erreur. Parce que dans les tirailleurs ont été inscrits aussi des Indochinois, on disait Indochinois à l'époque, c'est-à-dire des travailleurs engagés sous contrat qui viennent du Tonkin ou de l'Annam ou du Laos. Donc ce n'est pas négligeable, il y en a 37. Ces hommes-là, eux, quand ils vont arriver en France, on va les envoyer dans le bataillon indochinois. Ils quittent le bataillon du Pacifique et ils s'en vont dans ce bataillon-là. Il y a un Wallisien qui s'appelle Ludovico et il est de Hawaïlou. Alors pourquoi est-il à Hawaïlou? Tout simplement parce qu'à Wallis, c'est tout le temps la guerre quand il faut changer de roi. Et tous ceux qui s'opposent au nouveau roi, on les met dans le navire de la France, là, et puis on les envoie en Nouvelle-Calédonie pour un certain temps. Alors, quand ils sont en Nouvelle-Calédonie, ils ont le droit finalement de faire ce qu'ils veulent, donc ils s'engagent, ils vont ici ou là, et ce fameux Ludovico était là au moment du premier engagement, il est parti. Il est parti, puis il est revenu. Ensuite, dans les tirailleurs, il y a également des Polynésiens, parce que Tahiti
dépend de la Nouvelle-Calédonie, puisque Nouméa est le centre de mobilisation et d'engagement de tous les Français du Pacifique. Alors, on n'a pas beaucoup d'indigènes, si on peut les appeler comme ça, des établissements français d'Océanie, parce que, c'est une longue histoire, je ne vais pas vous raconter tout ça, mais certains sont déjà des citoyens et puis peu sont des indigènes. Mais il y en a quand même quelques-uns aussi, c'est-à-dire une bonne trentaine qui vont s'inscrire là. Alors, vous voyez que quand on a fait ce décompte-là, on a déjà un petit peu diminué les 1137, parce que 1137, c'est le chiffre total que l'on décompte. Autre décompte que l'on va un petit peu discuter, c'est le fait que les 1137, ce sont tous les actes d'engagement qui ont été signés, tous. Mais lorsque le jeune homme a signé, ou le vieil homme parfois, a signé son acte d'engagement, il passe devant une commission municipale sur le lieu, dans la tribu où a lieu la réunion pour le recrutement. Et il y a déjà des hommes à ce moment-là qui sont refusés. Ensuite, il passe une seconde visite médicale quand il est à Nouméa, quand il est parti à Nouméa. Là, il y a encore des hommes qui sont refusés. Alors pourquoi sont-ils refusés? Tout simplement parce que, à l'époque, l'état sanitaire de la colonie est vraiment, on peut dire, déplorable. Il y a beaucoup de tuberculose, il y a beaucoup de lèpre, hein, il y a des maladies endémiques, il y a des maladies qui ont laissé les hommes affaiblis aussi, ou bien des blessures qui n'ont jamais été soignées convenablement. Donc ces hommes-là, ils voudraient bien partir, mais on ne les laisse pas partir. Il y a une exception, Anata qui est à Chomanéron, lui, on va le laisser partir parce qu'il a insisté. Mais il y a toute une lettre de Maurice Lénard qui explique à ses parents dans quelles conditions. En réalité, il a été refusé tout de suite, là, ici, à la tribu, mais il a demandé à partir quand même. Donc, le pasteur a fait des démarches en disant « mais il est nata, donc on a besoin d'aumôniers dans les rangs, donc il faut qu'il parte ». Mais c'est un homme qui est quasiment aveugle et qui a déjà une bonne quarantaine d'années, hein, normalement, et puis des enfants en plus. Donc, normalement, il ne devrait pas partir. Alors, ces conditions d'engagement, elles sont parfois convenables, si vous voulez, surtout au premier. Ce sont réellement les jeunes qui arrivent, les jeunes qui ont envie de partir. Mais au fur et à mesure des campagnes, et puis du temps qui passe, et puis quand on commence à apprendre qu'il y a tant de morts, et ce n'est pas seulement les morts Kanak, hein, mais c'est les morts qui frappent à Waialou, par exemple, il y a 22 Européens hein, qui sont partis, mais qui sont partis depuis 1915. Et on commence à savoir qu'il y en a quelques-uns qui sont morts. Et ceux qui étaient protestants, il y a justement une communauté protestante européenne relativement importante. Eh bien, les cérémonies de deuil, elles se font ici, hein, c'est pour tout le monde. Alors, ça finit quand même par les faire un petit peu réfléchir, donc on fait un petit peu attention à ça. Mais il arrive un moment où, quand on est au deuxième recrutement, c'est-à-dire la fin 1916, où là, eh bien, il n'y a plus d'hommes qui veulent s'engager. J'ai juste oublié de vous lire quelque chose à propos des chefs et de vous le dire, d'ailleurs, mais vous le saviez, les chefs donc, qui sont responsables, ils ont écrit des lettres au gouverneur. Et je ne vais pas vous parler de Mandia puisque vous le connaissez déjà, donc j'ai pris une lettre du chef Aman, qui est le grand chef des Poy, qui a eu des quantités d'ennuis avec les gouverneurs qui se sont succédés. Et le 17 mars 1915, c'est quelque chose de symbolique le 17 mars, parce qu'on sait que le 25 avril suivant, le premier contingent de soldats calédoniens est parti, mais donc de mobilisés. Et lui, il écrit « Monsieur le directeur, on me donne à l'instant connaissance de l'entrefilé publié dans votre journal du 13 mars, me concernant. Il renferme plusieurs inexactitudes que je viens vous demander de mettre au point. Premièrement, il est inexact que je sois en exil à Ouvéa, c'est de mon propre gré que je suis venu ici. La peine d'exil qui m'avait été infligée, 2 ans, je l'ai purgée intégralement au Wallis. Oui,
Précédemment, il y avait eu une révolte qu'on appelle la révolte des Poy, et le chef Aman avait été condamné à l'exil à l'île Wallis. Je n'ai pas demandé à revoir mes enfants. À l'occasion de mon départ, la chose eût été malaisée, puisque dans le cas d'acceptation d'incorporation de la part du gouverneur, je n'avais que juste le temps nécessaire pour rejoindre le corps. En terminant, laissez-moi ajouter que c'est spontanément et sans arrière-pensée que j'ai mis ma personne à la disposition du gouverneur pour servir dans les rangs des Français qui combattent. Il est vraiment fâcheux que vous ayez pu donner une autre interprétation à cette démarche. Il écrit en réalité au directeur du journal, il y a eu tout un débat là, auparavant, démarche inspirée par le seul souci de montrer mon loyalisme envers la France. Si vraiment je suis l'homme dangereux que vous présentez, le moment est on ne peut mieux venu de prouver pour m'éloigner de l'ambiance de l'agitation kanak indéniable dans le Nord. Donc vous voyez, on est en mars 1915, eh bien on parle d'agitation kanak, on s'en souviendra tout à l'heure. Alors ce chef Aman, en réalité, il est parti, lui aussi, on ne l'a pas réformé pour raison de santé, et il y a une légende en Calédonie qui court, disant le chef Aman est mort glorieusement à Verdun, sur le front, etc. Mais malheureusement pour lui, le pauvre chef, il était lépreux. C'est la raison pour laquelle il n'était pas revenu à la suite de son exil à Wallis. On ne l'avait pas renvoyé dans sa tribu, mais on l'avait envoyé à la léproserie donc, qui se trouve à Ouvéa. Et il est arrivé là-bas, sa tuberculose a repris, et très vite, finalement, il est mort, malheureusement, comme beaucoup d'autres. Tout à l'heure, si on a le temps et si vous avez envie, je vous donnerai le détail de ceux qui sont morts au front vraiment, et puis de ceux qui sont morts à l'arrière. Donc voilà, je trouvais que cette lettre du chef Aman, elle posait bien la situation. On a des chefs qui sont loyalistes à l'époque, et en particulier les chefs protestants, grâce à la propagande que les pasteurs protestants, et en particulier le pasteur Lénart, a menée depuis le début de la guerre. Alors, pour quelle raison le pasteur Lénart a-t-il essayé d'avoir autant d'influence ? Là, c'est en consultant des ouvrages, en consultant les lettres aussi de Maurice Lénart. Eh bien, Maurice Lénart avait fait son mémoire, un mémoire important là, dans la théologie, sur la théologie de la libération à propos des indigènes du Lesotho. Et les remarques qu'il a faites, dans son mémoire, il les reprend très souvent dans les lettres à ses parents en disant, ben voilà, les indigènes, puisqu'à l'époque c'était le mot utilisé, les indigènes sont bien eux aussi, ils devraient avoir la liberté, ils sont intelligents, ils sont des hommes. Et lui, son travail, il est là pour en faire des hommes. Alors je ne sais pas exactement pourquoi lui, personnellement, si vous voulez, il est partisan que tous les hommes de France aillent défendre le pays qui est attaqué par les Allemands. Mais c'est son but. Et on a beaucoup de déclarations. La plus connue, c'est nous allons défendre le pays qui nous a apporté les évangiles, qui nous a donné la lumière. Cette phrase-là, elle dit tout, et elle explique aussi pourquoi le pasteur Lénart est vraiment tout proche des hommes qui vont s'engager. Alors, les hommes vont prendre le bateau, donc 3 fois, à 3 reprises différentes. La première fois, il y a Paul Lénart qui assiste à l'arrivée donc, des premiers indigènes de Nouvelle-Calédonie. Il semble d'ailleurs qu'il y ait beaucoup plus d'hommes venant de la Grande Terre que d'hommes des îles Loyauté dans ce contingent-là. Et Paul Lénart a des paroles qui sont parfois un petit peu... Enfin, c'est dans l'esprit de l'époque. Il raconte par exemple comment les gens de Wailou veulent aller se baigner dans une fontaine publique à Marseille. Et ils y vont au savon, et ils se lavent entièrement, et ils lavent leurs vêtements, parce qu'eux, ils ont besoin d'être propres. Alors il fait des remarques sur le fait que les Sénégalais, eux, ils se moquent pas mal d'être propres ou pas, mais que par contre les Kanaks, ils ont besoin d'être propres. Alors vous voyez, c'est émaillé comme ça d'un tas de petites choses.
j'ai préparé des petits feuillets. Si quelqu'un veut les récupérer pour s'en servir après ou les mettre dans votre exposition, vous aurez le temps comme ça de lire toutes ces choses-là. Alors donc, le bataillon du Pacifique s'appelle le bataillon des tirailleurs des îles du Pacifique. C'est important de donner tout son nom, parce que bataillon, ça veut dire que c'est une unité qui fait au maximum 1000 personnes, entre 1000 et 1200 pour la guerre. Bataillon des tirailleurs, donc le tirailleur, c'est un indigène, ce n'est pas un citoyen. Des îles, les îles du Pacifique, Nouméa étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, centre de regroupement, de mobilisation de tous les citoyens français et donc après les indigènes français du Pacifique. Normalement, les Nouvelles-Hébrides, oui, j'ai oublié de vous citer qu'il y avait aussi quelques indigènes des Nouvelles-Hébrides, Wallis et Futuna et Tahiti. Donc les hommes viennent à Nouméa. Juste un tout petit mot, une petite parenthèse sur Tahiti. À la fin de la guerre, parce que le canal de Panama a été ouvert le 15 août 1914. Donc on pourrait dire, mais de Tahiti, c'est bien plus simple de prendre le canal de Panama et de partir en métropole. Oui, mais ce n'est pas prévu comme ça du tout, du tout. Donc la loi, elle dit, ils doivent passer par Nouméa, ils passent par Nouméa. Vous imaginez le trajet que ces gens-là ont pu faire. Donc, excusez-moi, je vais reprendre un petit peu. Donc, premier départ, 713. Non, premier départ, c'est que des Calédoniens, en avril 1915, 713 Calédoniens ou Français. Le deuxième départ, c'est le Gange, sur lequel est le Nata Néron. Il y a 727 Kanaks, mais néo-hébridais, etc. Et puis, sur le troisième départ, il n'y a que 60 hommes. Alors, vous voyez, on est en décembre 1916. La fin de l'année 1916, il y a eu quand même des choses. Et les hommes ne se sont pas engagés. Il n'y en a que 60 qui vont s'en aller. Et puis, par contre, au quatrième départ, il y aura 357 tirailleurs. Mais sur les 357, il y a les fameux marquisiens qui arrivent. Et qui arrivent quand même en nombre assez important. Alors, si vous faites la somme des indigènes qui partent dans chaque bateau, vous dépassez largement les 1137, sachant qu'en réalité, il n'y en a que 948 qui ont pris le bateau. 948. Alors, la raison, c'est ceux qui sont considérés comme des tirailleurs, mais qui ne sont pas des Kanaks. Et puis, la deuxième raison, c'est aussi que certains tirailleurs qui sont arrivés par le premier contingent du début donc du mois de juin 1916 ont été malades et ils ont été renvoyés. Alors, ils ont été renvoyés par petits groupes, généralement. Ils étaient renvoyés par petits groupes de 2, de 4, et puis en passant par des routes complètement improbables sur l'océan, accompagnés généralement aussi de blessés européens de Nouvelle-Calédonie, qui rentraient, eux, pour des longs séjours après des blessures. Alors, ces gens-là, que ce soit d'ailleurs les Européens ou les Kanaks, eh bien, ils ont pu repartir, eux, à la fin de 1917, en novembre 1917. Voilà pourquoi les chiffres qu'on a ne coïncident pas toujours. Je vais quand même parler, juste maintenant, là, d'un petit point, les déserteurs, parce qu'on a considéré qu'il y avait des déserteurs, et en réalité, eh bien, les déserteurs de Nouvelle-Calédonie, parmi les tirailleurs, donc, et de la Grande Terre, parce qu'il n'y a pas eu de déserteurs chez les Loyalsiens, ils sont très peu nombreux, et il y en a, je crois, un seulement de cette région. Je dis ça tout de suite parce qu'on a considéré à un moment que peut-être les désertions étaient un signe pour la révolte là, de gens qui ne voulaient pas partir. Moi, je n'ai pas d'explication vraiment sur le fait qu'il y ait si peu de déserteurs, mais vraiment extrêmement peu. De tous les combattants ramenés en métropole, c'est vraiment ceux qui ont le moins. J'émets juste une hypothèse, c'est de dire que comme ils étaient extrêmement bien encadrés par leur nata ou par leur catéchiste, quand ils étaient catholiques, eh bien, une fois qu'ils étaient engagés, ils tenaient leur parole,
donc ils ne désertaient pas. Et éventuellement, si vraiment ils ne voulaient pas s'en aller, ils prenaient la fuite. Alors ça, ceux qui ont pris la fuite avant les campagnes de recrutement, il n'y a pas de moyen de le savoir, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de... Alors peut-être qu'on en trouvera un jour, hein, après tout, tous les documents n'ont pas été explorés, on peut compter là-dessus. Donc, batailleurs des îles du Pacifique. Ils arrivent en août 1916, et là, de Marseille jusqu'au camp de Fréjus ou Saint-Raphaël, ils marchent à pied. Donc ça dure quand même quelques jours. Vous imaginez, au mois d'août, il fait plus chaud qu'il fait chaud quand il fait chaud ici. Donc ils peinent beaucoup, et c'est là que certains commencent à être malades. Ils arrivent là-bas, ils sont donc mis dans des camps, sous des, non pas des tentes comme les Européens, mais dans des cabanes qu'on appelle les baraques à Drian. Alors des petites baraques, quand ils arrivent, il fait très très chaud, quand il pleut, ça passe à travers, et quand l'hiver va arriver, eh bien, ils vont avoir très froid, et là encore, ils vont avoir toutes ces maladies pulmonaires là, qui vont en balayer beaucoup. On a parlé beaucoup de manque de nourriture. En réalité, d'après les inspections qui ont été faites, mais peut-on toujours se fier aux inspections, une seule fois, ils ont vraiment manqué de nourriture quand ils sont arrivés au front la première fois, parce qu'ils n'étaient pas prévus. Donc il n'y avait pas de roulante, il n'y avait pas de section préposée à la cuisine pour eux. Donc là, ils ont été obligés de partager avec d'autres. Partage, ce n'était pas vraiment ça non plus. Mais autrement, non seulement ils ont toujours eu suffisamment à manger, mais immédiatement, ils ont été considérés comme de bons ouvriers. C'est-à-dire que sur le port de Marseille, où ils chargeaient et déchargeaient les bateaux à destination de l'Orient, eh bien, ils étaient extrêmement courageux, ils étaient toujours volontaires pour les corvées, ils obéissaient parfaitement, ils se tenaient bien, c'était des choses qui comptaient, et puis ils allaient au culte. Et le culte, c'est aussi quelque chose d'important, parce qu'on reverra ça un petit peu tout à l'heure, mais ça aide les gens, les tirailleurs à s'intégrer dans des familles, à visiter des familles, alors que les autres n'ont pas d'accès aux populations françaises. Alors, ce bataillon du Pacifique, puisque ce n'est pas expliqué dans l'exposition, je suis vraiment désolée il manque 6 panneaux. Ça, c'est vraiment ennuyeux. Son aire d'action, c'est entre Compiègne dans l'Oise, donc vous voyez où il y a Paris, juste tout droit à 60 km au nord de Paris, jusqu'à Soissons. Soissons, c'est environ 250 km de Paris sur l'est. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ils ne sont jamais allés à Verdun. Verdun, c'est 140 km encore plus loin. Pourquoi n'y sont-ils jamais allés? Eh bien parce que le bataillon du Pacifique fait partie, à ce moment-là, lorsqu'il est bataillon de marche, donc à partir du début de 1917, comme ils ont tellement bien servi comme ouvriers, on a dit qu'ils peuvent partir à la guerre aussi. Ils font partie de la 72e division qui est dans cet angle d'action-là. Donc jamais dépasser Compiègne d'un côté, jamais dépasser Soissons de l'autre. Mais ce qui explique pourquoi ils ont été tellement nombreux à aller sur le chemin des dames et tellement nombreux aussi à mourir sur le chemin des dames. Voilà. Et très nombreux, pour ceux qui sont morts sur le front, à être enterrés dans ces cimetières qui sont là, un petit peu au sud du chemin des dames, mais toute cette région-là. Et puis un petit peu l'Aisne aussi. La première fois qu'il monte au front, donc c'est en juillet, enfin fin juin jusqu'en octobre 1917, là, ils ne sont pas encore de véritables combattants. Ils sont envoyés comme ouvriers pour creuser ou réparer des tranchées. Et puis, une chose qu'on oublie souvent, c'est que l'indigénat en Nouvelle-Calédonie obligeait les indigènes à faire des prestations. Et quelque temps avant la guerre, on a
installé le téléphone sur tout le pourtour de la Grande Terre. Et qui a fait le travail, c'était les hommes des prestations. Et quand ils sont arrivés en France, on s'est rendu compte de ça. On a vu qu'ils étaient capables. Alors, ils étaient préposés souvent à installer des lignes téléphoniques sur le front, entre le front et l'arrière. Et comme le front bougeait à ce moment-là, eh bien, ils installaient, ils défaisaient, ils installaient, ils défaisaient. Donc, des tâches qui, même si ce ne sont pas des tâches combattantes, sont des tâches nobles, mais aussi dangereuses. C'est-à-dire que les premiers morts, on les voit là. Parce que quand il y a un obus qui tombe, l'obus ne choisit pas forcément ceux qui sont en première ligne de tranchée, puis les autres. Donc ça, c'est leur première campagne. En octobre, ils partent. Il faut savoir aussi que aussi bien les indigènes que les créoles des colonies ont droit à partir à ce qu'on appelle l'hivernage. L'hivernage, c'est entre octobre et mars de l'année suivante. Alors, ils n'ont pas eu ce droit-là pour les premiers qui étaient arrivés, justement, les Sénégalais. Mais c'est à la suite de réclamations, à la suite du problème où on a vu que les recrutements se faisaient de moins en moins importants, on a desserré un petit peu le... Et à ce moment-là, en octobre, ils redescendent sur la Côte d'Azur et ils recommencent leur travail d'ouvriers, de chargement, déchargement des bateaux. En octobre, on fait des vendanges sur la Côte d'Azur, ils participent aux vendanges. Et puis, en octobre 1917, il y a d'énormes inondations dans le Var. Eh bien, ils vont aider les paysans ou les gens dans les villages à reconstruire les ponts, reconstruire leurs maisons, etc. Donc, vous voyez, quantité de tâches qui n'ont pas grand-chose à voir avec la guerre, mais qui vous montrent aussi l'expérience qu'ils ont pu avoir après. Donc, l'expérience aussi qu'ils ont eue, c'est en 1918, ils partent sur le front, mais là, ils sont des combattants. Et ils sont considérés comme d'excellents combattants aussi. Et parmi eux, eh bien, ils sont, on dit nettoyeurs de tranchées, et puis on dit infirmiers. Infirmier, c'est le mot noble. Nettoyeur de tranchées, c'est celui qui va voir tous ceux qui sont couchés là, et puis il va trier. Celui-là, il va mourir bientôt, donc on le laisse là. Celui-là, on peut le mettre sur brancard et on l'emmène. Puis on le soigne un petit peu quand même, on lui fait quelques soins. Et puis éventuellement, s'il y a un ennemi, s'il y a un Allemand dans le groupe, on a de longs couteaux comme ça, de très longs couteaux. Vous voyez vos petits sabres d'abbati à vous. Eh bien, ils les ont effilés de manière à ce qu'on ait vraiment au bout juste une pointe. Et ils ont vite fait d'égorger ou de flanquer dans le cœur ou de choses comme ça. Je n'ai pas trouvé dans les archives, nulle part, j'ai pourtant cherché dans beaucoup de centres d'archives, je n'ai pas trouvé de témoignage que les tirailleurs kanaks avaient accompli ces tâches-là. Par contre, on parle beaucoup de ce qu'ils ont fait. Et puis, j'y crois volontiers parce que je pense que s'ils étaient chrétiens, vraiment, ils n'auraient pas pu accepter de faire des choses comme ça. Mais de retour au pays, quelques années plus tard, eh bien, ils ont acquis, je parlais tout à l'heure de compétences d'ouvriers et de choses comme ça, mais là, ils ont acquis des compétences d'infirmiers en plus, avec une sorte de hiérarchie, c'est-à-dire les natas sont considérés comme des infirmiers. Les natas, les catéchistes sont considérés comme infirmiers. Puis après, on descend. Voilà. Donc là, la deuxième campagne, c'est sur le chemin des dames, où ils ont participé à la campagne du plateau de Pali, juste à l'ouest de Soissons, à quelques kilomètres à l'ouest de Soissons, et puis des batailles assez connues, comme par exemple Bois-le-Prêtre, pour les gens qui s'intéressent vraiment à la guerre de 14-18, mais en France, je veux dire, ils sont tombés dans les mêmes endroits que les Français, que de métropole et d'ailleurs. Le retour sur la Côte d'Azur se fait encore une fois, mais juste avant, eh bien,
on ne les a pas autorisés à partir début octobre, comme ils étaient partis début octobre avant, puisque l'état-major est en train de préparer une offensive très importante. On est début octobre, enfin fin septembre, début octobre 1918. Et vous savez sans doute que les Allemands étaient sur une ligne à la fois de tranchées puis de blocos qui allait de Verdun jusqu'à la Belgique. Et cette ligne-là, qu'on appelle la ligne Hindenburg, eh bien, elle a toujours résisté. Et il y a un petit endroit près de Velle-et-Caumont, le nom que vous connaissez bien sans doute, qui s'appelle à cet endroit-là la ligne Hundig, c'est-à-dire du nom du général qui commande cette place-là. Et les Kanaks sont à ce moment-là le bataillon mixte du Pacifique, donc ce n'est pas seulement des Kanaks, mais des Créoles aussi, de Nouvelle-Calédonie, et des Tahitiens, sont désignés pour être les principaux participants de cette bataille-là. Et là, il y a beaucoup de relations, beaucoup de personnes qui ont raconté, mais pour partir à cette bataille, il faut d'abord franchir des marécages, qui sont les marécages de la rivière qui s'appelle la Velle. À cette époque-là, ce n'est pas du tout drainé, il n'y a pas de pont, il n'y a rien du tout. Donc, ils traversent ces marécages en se tirant par des cordes, et tous, ils arrivent à traverser de l'autre côté. C'est la nuit, on est le 24 octobre, et cette année-là, il fait très froid. Donc, ils arrivent quand même de l'autre côté, et puis ensuite, bon, je ne vais pas vous citer toutes les expériences qu'ils ont faites, mais entre le 24 et le 25 octobre, ils vont s'emparer de toute la plaine du Marois, où se trouve donc le village de Velle-et-Caumont, le pont de Caumont et la ferme du Petit Caumont. Et bon, il y a des quantités de relations de tous des militaires, mais il y en a une qui est particulièrement remarquable, je trouve. Ils avaient sur leur aile droite des Belges, et des Belges qui faisaient partie du régiment le plus prestigieux de la Belgique. Et donc le commandant de ce régiment a envoyé une lettre à celui qui commandait le 72e régiment d'infanterie de France, et en disant « mais quels sont ces hommes-là ? Ils ont vraiment un courage, ils sont exceptionnels, on n'a jamais vu d'hommes comme ça ». Donc il parlait des Kanaks et des Tahitiens et des Créoles d'ici, il ne faisait pas la différence. Et c'est vrai que la victoire a été remportée, et on était le 25 octobre 1918, l'armistice est arrivé quelques jours après. Donc voilà, on peut dire, l'épopée de ce bataillon. Je ne vous ai pas trop parlé des protestants, un petit peu pour parler du chef Aman. Donc les protestants, là, jusqu'ici, je n'avais pas trop besoin de regarder mes notes, mais si vous permettez, pour les protestants, j'ai quand même regardé. Donc l'arrivée du protestantisme, je vous disais tout à l'heure, sur la Grande Terre, elle ne s'était pas faite dans la douceur. D'une part, du côté des gens qui, parfois, on leur imposait un État, on leur imposait des familles venant des îles Loyauté, puis eux, ils n'avaient pas dit qu'ils voulaient bien, c'était... Mais tout ça sur fond de mésentente entre le gouverneur Feuillet et puis c'est Christiane qui pourra vous raconter ça tout en détail tout à l'heure si vous voulez avoir des explications. Donc les débuts du protestantisme ont été difficiles dans la région. Ensuite, ils partent, ils vont partir, les Kanaks. Là, on ne s'occupe plus trop de leur religion et de tout ça. Alors, l'aspect des protestants, je vous disais tout à l'heure, ils allaient au culte régulièrement. Alors, leurs aumôniers faisaient le culte dans les camps, mais tous les dimanches, ils se rendaient soit à Raphaël, soit à Fréjus, soit à Marseille, selon l'endroit où ils étaient, et ils allaient au temple. Et au temple, à Noël de 1916, donc il y a à peine 6 mois qu'ils sont arrivés, ils ont préparé des chants, ils ont préparé des prières, etc. Et les personnes de la paroisse ont préparé, eux, en échange, des petits cadeaux.
Et il se passe beaucoup d'amitié dans ce moment-là, et ce qui fait qu'après, pendant toute la guerre, eh bien, les tirailleurs, alors là, protestants, on sait que ce sont des protestants, puisque Paul Lénart l'écrit à son frère Maurice, ils sont invités chez les protestants de Marseille, de Fréjus, de Saint-Raphaël et de Paris même aussi. Parce qu'on dit toujours, mais ils n'ont jamais eu de permission. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ils ont des permissions quand ils sont en métropole, mais ils ont des permissions pour rester en métropole. Ces permissions ne dépassent jamais 8 jours. Hein, c'est toujours... Alors, j'ai relevé par exemple chez le pasteur protestant Cornet-Anquier, hein, qui va être le beau-père d'André Hagen. André Hagen, c'est une famille importante ici, et il y a 5 fils qui sont à la guerre à ce moment-là. Il y a aussi la famille du... Alors, leur rendre visite le pasteur Béninius et le pasteur Lafay, hein, qui venaient d'ici, et ils sont reçus aussi dans les familles. Alors, on relève à ce moment-là, dans les lettres qui s'est échangées, on relève si vous voulez, la manière dont ces hommes peuvent vivre. Et donc, c'est important pour la lutte contre l'alcoolisme en particulier, parce qu'ils sont bien encadrés, aussi bien à l'intérieur du camp qu'à la sortie. Lutter contre l'alcoolisme et empêcher les hommes de fréquenter les prostituées. Parce que les catholiques, eux, sont réputés pour faire tous les bistrots et aller voir les femmes de mauvaise vie, mais pas les protestants. Donc, moralement, si vous voulez, le tirailleur protestant, il a plus tendance, peut-être qu'il y est un peu obligé d'ailleurs, hein, on ne sait jamais, mais plus tendance à bien se tenir, bien se comporter. Alors, je ne vous ai pas parlé du discours de Maindia, hein, mais ça vous le connaissez, je pense que vous avez les textes et tout. Juste un tout petit rappel, donc ce discours a été prononcé à l'occasion d'autres révoltes, d'autres moments, et puis le chef donc de quelle tribu de Wailou, hein, l'a adapté aux circonstances de la Première Guerre mondiale, et il a encouragé ces hommes à partir sur ces paroles-là. Alors ça, c'est une chose aussi qu'on peut noter, c'est que les influences qui sont, on a parlé tout à l'heure déjà, mais que ce soit les influences des pasteurs, des prêtres, des grands chefs, de certains colons, ce sont des choses qui sont souvent ostentatoires. On fait ça, on est en groupe, il y a beaucoup de monde. Alors, d'un autre côté, s'il y a beaucoup de monde, toi, tu vas être poussé à partir, mais du coup, il s'en va, l'autre à côté, il va être aussi. Vous voyez, c'est une manière un petit peu de récolter un petit peu plus de soldats. Une autre chose que j'ai trouvée aussi dans les lettres, beaucoup de tirailleurs kanaks parlent français. Et quand on sait que les catholiques, eux, dans leur mission, enseignent aux enfants le latin. L'école, elle est faite en latin. On se dit que ces tirailleurs-là, c'est presque sûrement des tirailleurs qui viennent de Doneva. C'est aussi des lettres qui ne parlent pas des tirailleurs des loyautés. Ce sont des lettres qui parlent uniquement des gens de la Grande Terre. Alors, eux, quand ils écrivent... Alors, vous voyez, Maurice Lénart... Ce sont des lettres qui sont brèves, il n'y a pas beaucoup de détails, ils ne racontent pas ce qu'ils font, mais ils sont obéissants. Or, la consigne des autorités, c'est on ne dit rien, on ne dit pas où on est, on ne parle pas des opérations. Alors, peut-être qu'ils ont suivi ça au début, après ils se sont un petit peu plus ouverts. Mais Maurice Lénart explique de cette manière-là, il parlait d'Achoma Néron, en sa langue, Achoma écrirait mieux. Il est obligé en français, en une langue apprise par l'oreille et jamais comprise, de servir des clichés, et il doit rédiger ses lettres avec les quelques tiroirs qu'il a en ses organes réceptifs. Alors, ça c'était la dernière fille du pasteur Lénart, là, qui relevait elle aussi des choses comme ça.
Alors, le pasteur, le Nata, il a eu un rôle, là aussi, on voit le rôle des pasteurs protestants se dégager lorsqu'il y a un mort, que ce soit sur la Côte d'Azur de maladie, ou bien ensuite sur le front, mais sur le front, ça sera un petit peu différent. C'est donc le pasteur, le Nata, qui fait le culte. Hein. Ça s'est passé aussi sur les navires. Il y a eu 3 tirailleurs qui sont morts en mer. Eh bien, le Nata vient, et c'est lui qui fait toute la cérémonie. Le tirailleur mort, qu'il soit mort de maladie ou qu'il soit mort au champ d'honneur, comme on disait à l'époque, son cercueil est entouré d'un drapeau bleu, blanc, rouge. Il y a généralement quelques autres tirailleurs. Il y a aussi des gens de la paroisse, par exemple, quand c'est à Marseille, eh bien, il y a des gens de la paroisse qui viennent. Et il y a des chants, il y a toute une cérémonie qui fait que le tirailleur n'est pas enterré comme un chien. Vous voyez, il est vraiment... Alors on peut se dire qu'il s'en moque, hein, mais pour les autres, d'un autre côté, c'est le resserrement autour de la nation, justement l'idée de nation. Je vais quand même vous lire un petit extrait que j'ai trouvé dans un livre qui a été écrit par un pasteur protestant, mais il parle d'un tirailleur kanak. Je viens d'avoir la pénible tâche, écrit le pasteur Balfé, de présider la cérémonie funèbre d'un néo-calédonien. Alors, néo-calédonien, c'était le nom qui était donné aux indigènes de Nouvelle-Calédonie à cette époque-là, qui se trouvaient déjà depuis quelques jours parmi les indigènes envoyés au dépôt de Mont-de-Marsan. Donc, Mont-de-Marsan, c'est tout à fait à l'autre bout de la France. Ça montre là aussi comment on soigne les blessés, si vous voulez, ou les malades. Atteints d'une laryngite tuberculeuse. J'ai été informé de la présence de ce mobilisé protestant, c'est une des rares fois où on voit le mot écrit, seulement après qu'il ait eu rendu le dernier soupir. On ne s'était pas préoccupé de sa religion, pas plus que de son lieu d'origine, pensant qu'il était musulman, comme tous les Sénégalais qui étaient passés par l'hospice. Alors, lorsqu'ils sont en groupe, lorsqu'ils sont dans le bataillon, ils sont bien identifiés, il n'y a pas de souci, c'est bien les leurs qui s'occupent du mort, mais lorsqu'un est envoyé tout seul à un endroit ou à un autre. Voilà. Et dans un des cimetières militaires que j'ai visité, j'ai un peu un petit problème de mémoire là, il y a un tirailleur kanak, et son nom est bien identifié, c'est un nom bien connu, et il a les symboles musulmans sur sa tombe. Hein, donc voilà, il a été enterré dignement, mais... Dieu reconnaîtra les siens. Alors, d'autres choses aussi sur les protestants où on trouve, on les trouve dans les jeux. Vous allez voir tout à l'heure dans le film là. Les tirailleurs kanaks sont des redoutables adversaires au cricket d'abord, mais c'est du cricket anglais. Hein, c'est, paraît-il, pas le cricket comme on le joue ici, mais ils se sont habitués très vite et ils flanquent la pâtée à tout le monde. Au football, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à se mettre au football. Ils sont assez redoutables aussi. D'après Paul Lennart, les matchs de foot se terminent quand même assez souvent en grosses bagarres indifférenciées. Alors s'ils jouent contre les Sénégalais, par exemple, de temps en temps, il y en a un qui meurt dans l'affaire. Hein, mais ils sont tous morts pour la France, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc, je vous ai parlé de la participation au culte, des services rendus par les Nata. Alors, dans le comportement aussi, là c'est encore Paul Lennart qui écrit dans une allée un peu écartée à l'ombre d'un platane à Marseille, là, entourée de barrières derrière laquelle le public stupéfait était groupé. Stupéfaits parce qu'ils se tiennent bien, ils sont propres, ils sont bien arrivés, ils sont disciplinés. Nos braves protestants sont arrivés. Alors, quand vous lisez les lettres de Paul Lennart, vous avez des choses comme ça qui vous écorchent un peu les oreilles, quoi, mais nos braves protestants. Ils ont chanté d'abord le cantique patriotique où l'on comprend voir la France à la fin, puis 2 cantiques, et après quoi, la Marseillaise en français, avec leur superbe orchestre de voix profondes, et le public applaudissait ferme,
et ce fut vraiment une belle manifestation protestante. Donc, vous voyez de quelle manière ils sont accueillis, enfin accueillis, ils sont déjà là, mais on les considère. Un petit mot sur l'intérêt pour la guerre qu'ils ont. Alors là aussi, vous savez aussi bien sûr que les lettres et les cartes postales que les tirailleurs envoient sont traduites ici à Doneva et ensuite publiées dans le Vireri ou les petites feuilles de journaux qu'il y a à Marais par exemple ou dans les langues, dans quelques-unes des langues kanak. Et dans au moins 2 lettres, on voit le pasteur Néron qui réclame des journaux, les journaux du pays. Et il dit qu'il faut lui en envoyer au moins 150 ou 200. Ça montre quand même le nombre d'hommes qui s'intéressent à la vie. C'est pas des gens qu'on envoie et qui... Non, ils s'intéressent à la vie du pays, ils s'intéressent à la guerre. Ils veulent des nouvelles de la Bulgarie quand... voilà. Et c'est... Là aussi, je vous laisserai les documents si ça vous intéresse. On voit que ce sont vraiment des hommes qui sont informés de la situation, qui tiennent à avoir des nouvelles, à savoir comment la guerre évolue, et qui ont un avis bien pertinent sur tout ça. Alors, on parlait tout à l'heure des gens qui nous font un peu grincer les dents. Il y a le soldat calédonien Charles Giraud, donc c'est un créole, lui, de Thio. Il raconte, quand il arrive en même temps que les Kanaks, ça c'est au 3e contingent, donc on est déjà quand même en 1917 ou 1918, là, début 1918. Il écrit « Ici, comme à Marseille, nos tirailleurs ont fait bon effet. Ils s'attendaient à avoir des Noirs chétifs et ne parlant pas ou très peu le français, un peu le genre sénégalais. Mais quelle ne fut pas leur surprise de les entendre parler aussi bien qu'eux et de les voir soulever seuls des sacs de 100 kilos quand il faut 300 des galets pour en remuer un. » Donc un exemple comme ça parmi d'autres. Vous avez envie que je vous lise la lettre de Paul Lénart où il parlait du bassin où il se baigne, là? Oui, allons-y. Alors ça, c'était 1916, août 1916. Au camp du Prado, dans les larges allées que bordent les baraques Adrian de cette nouvelle cité cosmopolite, j'ai retrouvé mes bons types. Donc ces bons types, ce sont les protestants de la Grande Terre. Achoma venait de faire son lavage, plus convenablement que d'autres, je pense, que je voyais grouiller tout nu dans un vague bassin datant de l'exposition. Il y avait une exposition coloniale auparavant. Plusieurs se savonnaient des pieds à la tête. J'ai donc eu la vision de la Calédonie païenne. Ce mot païen, c'est un mot qui revient très très souvent dans toutes les correspondances ou les écrits de cette période-là. Nous, on dirait plutôt animiste aujourd'hui parce qu'on a l'impression que païen, c'est quand même un peu péjoratif, quoi. Mais là, c'était utilisé normalement. J'ai regroupé ceux d'Ouailou, mais un peu mêlés, le fils Mandien, bien entendu, le chef Aman à ses parleurs, puis toujours ces braves petits caporaux qui avaient envie de causer et de me vanter les Kanaks. Alors, ces braves petits caporaux, ce sont des créoles calédoniens qui ont un rôle de sous-officiers, mais vraiment tout petits. Ils sont caporaux et ils encadrent des petites unités de 6, 8 ou 10 tirailleurs Kanaks pour aller accomplir leurs tâches. Voilà. Mais alors, à la fois, ça vous donne une idée de comment le monde européen considère les indigènes à cette époque-là, et c'est, on peut dire sans grand changement, le regard porté par l'Européen sur l'Africain ou l'Océanien, qui peut être un regard très méprisant, très humiliant, mais qui peut être aussi un regard chargé de considération. Mais on est quand même dans l'esprit du pays. Alors, le dernier exemple que je vais vous donner pour Achoma Néron, là, mais ça en concerne d'autres aussi, et montre à quel point il a été un excellent donneur d'ordre, directeur d'hommes, etc.
c'est qu'à la fin de la guerre, donc, la règle, la loi, c'est que les soldats, quels qu'ils soient, de l'outre-mer, ne partent que 6 mois après la fin des combats. Donc on considère que l'armistice de novembre 1918, c'est la fin des combats. Aucun ne peut partir donc avant le mois de mai 1919. Mais comment trier entre le grand nombre quand même de créoles calédoniens ou de Français de Nouvelle-Calédonie et puis d'indigènes calédoniens qui restent, comment faire? Donc une autre loi, enfin un décret a été publié où on dit ceux qui vont partir par le premier navire, et c'est valable pour la Martinique, c'est valable pour l'Afrique, pour tous les gens qui doivent prendre un bateau. Les premiers qui doivent partir, ce sont les plus âgés d'abord, et ensuite ceux qui ont accompli le plus longtemps à la guerre. On comprend qu'il y ait plus des 3/4 des mobilisés, des Européens, des colons de Nouvelle-Calédonie, parce qu'eux, ils sont partis quand même 1 an avant les autres. Ensuite, deuxième raison, c'est que ces mobilisés-là, on les a recrutés depuis l'âge de 18 ans, enfin au début c'était 20 ans, puis après 18 ans. Au début c'était jusqu'à 44 ans, mais après on a pris jusqu'à 50, même 60 ans. Donc il y a beaucoup de vieux soldats. Alors que les tirailleurs kanaks, ils étaient généralement jeunes, et puis d'autre part, leur temps passé à l'armée n'est pas long, puisque le bataillon du Pacifique, il a fait 4 mois en 1917 et il en a fait 6 en 1918. Donc ça a provoqué quand même beaucoup de sentiments d'injustice. D'abord parce que les hommes n'étaient pas du tout au courant de ces choses-là. Alors, Achomaneron, lui, il va utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui son réseau de correspondants et il s'en va à Paris. Et à Paris, donc, il demande un certificat d'hébergement au comité des missions de Paris qui lui remet. Ça se trouve là où est le DEFAP aujourd'hui, pour ceux qui connaissent cet endroit-là. Donc, il a 15 jours de permission à passer à Paris. Il s'adresse d'abord au commandant du bataillon, qui se trouve à Paris à ce moment-là, et c'est celui-là qui va lui dire « mais il faut écrire directement au ministre ». Donc, il va écrire au ministre, aidé par un avocat qui, normalement, est à Paris, est en Nouvelle-Calédonie. C'est une famille calédonienne qui s'appelle Bourdina. Bourdina, c'est quelqu'un qui fait partie de la Ligue des droits de l'homme et qui, pendant toute la guerre, a beaucoup aidé tous les soldats de Nouvelle-Calédonie, mais sans distinction de provenance. Et puis, c'est lui aussi qui en parlera au moment de l'exposition de 1931, là, de tristes souvenirs. Donc, Achomaneron s'en va voir le délégué, parce que dans les colonies, il n'y a pas de député. Il y a un délégué qui va parler ou qui va aider au nom des gens du pays. Et à l'aide du délégué Laplagne, à l'aide de l'avocat Bourdina, eh bien, Achomaneron va obtenir qu'un bateau anglais, qui normalement devait, le Kiaora, qui normalement devait emmener simplement les soldats à Fidji, et ça c'est les réseaux protestants, cette chose que, bien que le Kiaora, après avoir quitté son port d'attache de Southampton, s'arrête au Havre et prennent donc des soldats. Alors il y a des soldats tahitiens, il y a des soldats calédoniens et il y a des soldats des Nouvelles-Hébrides aussi, qui sont sur ce bateau-là. Mais ce bateau-là, eh bien, il ne va repartir qu'en novembre 1919. De cette manière-là, donc, avec ce système que je vous ai expliqué, eh bien, les derniers à revenir ne reviendront qu'en 1923. Alors, 1923, c'est ceux quand même qui sont restés dans un hôpital assez longtemps, ou ceux, alors ça, je ne pense pas qu'il y ait eu de Kanaks parmi eux, mais ceux qui ont demandé des formations après la guerre. Les soldats ont eu, dans certaines circonstances, l'autorisation d'avoir une formation d'horloger. Par exemple, à Nouméa, il y avait monsieur Albani qui était passé par ces formations. Il y en a d'autres, comme il y avait des ouvriers du nickel, il y avait beaucoup d'ouvriers du nickel, donc ils ont demandé des formations dans la métallurgie, les choses comme ça. Enfin, beaucoup, non pas beaucoup.
c'était toujours même pas les doigts d'une main, quoi. C'était... Donc voilà, eh bien, je vais juste vous lire le dernier petit morceau, puis après je passerai à la guerre kanak. Donc du retour, et Achomaneron écrit: nous avons pris le bateau, nous sommes partis par le canal de Panama, nous avons fait un bon voyage, nous avons vu l'Amérique. Le canal, un canal totalement différent du canal de Suez, c'est très bien. Nous avons vu les hommes de ce pays, nous sommes donc sortis vers l'océan Pacifique et nous allons tout droit vers Tahiti. Alors, il ajoute: un des tirailleurs est mort, Neporosi Kuka de Nearia. Je crois que c'est un protestant de cette tribu-là. Je l'ai donc enterré dans la mer. Nous accostons donc à Tahiti, etc. Alors, enterré dans la mer, c'est le mot qui est utilisé déjà pour les deux premiers qui étaient morts précédemment, au moment de partir en France. Voilà comment ça se passe. On enveloppe le corps d'un drap blanc, d'un grand drap blanc. On met un drapeau bleu, blanc, rouge dessus, et puis on met une grande planche et on met le corps sur cette planche-là. Alors, il y a des chants, il y a des prières selon que le mort est catholique ou protestant. Là aussi, les natas, les catéchistes ont un rôle très important. C'est eux qui organisent tout ça. Et puis, au moment de faire glisser le corps, on enlève doucement le drapeau bleu, blanc, rouge, et puis le corps s'en va dans la mer. Voilà. Alors, ça ne fait pas beaucoup de choses dans tout ce que je viens de vous dire sur les protestants de la Grande Terre, mais j'ai quand même tenu à ce qu'on reste sur les protestants de cette Grande Terre et qu'on voit un petit peu, qu'on balaie un petit peu tout ça. Bon, j'espère quand même. Après, si vous avez des questions, je pourrais ou pas y répondre. Passons à la guerre kanak. Là aussi, je vais faire vraiment du raccourci, vous m'excuserez. Donc cette guerre kanak, elle éclate en 1917. Il faut savoir que dans toutes les colonies, françaises, anglaises, allemandes, etc., dans toutes les colonies, il y a eu des mouvements de révolte. Alors, il y a certaines colonies où les mouvements de révolte se traduisent, comme par exemple dans ce qui est aujourd'hui la Côte d'Ivoire, par des fuites de 30 000 hommes. 30 000 hommes qui s'en vont dans les colonies allemandes d'ailleurs, au lieu de partir à la guerre avec les Français. Il y a eu des mouvements de révolte, même à Tahiti, si vous voulez, mais les mouvements de révolte de Tahiti, ça a été plus ceux qu'on appelle les Blancs, mais qui sont en réalité des demi, que les indigènes, parce que les Marquisiens, étant donné qu'ils étaient très loin, ceux qui sont venus, c'est vraiment des hommes qui voulaient venir. Donc on a, pendant la guerre, comme ça, et ça dure. En Nouvelle-Calédonie, on voit une révolte à Ouvéa en 1913, une révolte à Maré en 1914, une révolte, je ne sais plus où, à Néami, par là, ou dans ces endroits-là de la chaîne. Vous avez lu le chef Aman, là, 1915. Donc, des révoltes, enfin, on appelle ça des rébellions. Le mot, c'est la rébellion. Donc, les gens ne sont pas contents, ils le disent. Alors, on a dit, oui, il y en a beaucoup plus maintenant parce que tous les gendarmes sont partis, l'armée est partie, les hommes, les colons sont partis aussi, donc les indigènes en profitent. C'est pas tout à fait mon avis. Moi, je pense que, parce que quand on regarde bien les zones qui ont été dans la guerre kanak de 1917, ce sont des zones qui n'ont jamais été complètement, excusez-moi, j'utilise le terme colonialiste, mais ils n'ont jamais été complètement civilisés. C'est-à-dire que souvent, ce sont des tribus animistes, justement, et souvent, ce sont des tribus qui sont des réfugiés venant d'autres révoltes qui ont été trimballés d'un endroit à un autre, comme le chef Noël, par exemple, qui venait de la région, enfin ses parents venaient de la région de la Foi au moment de la révolte de 78. On les a envoyés à Pamalé. Après, la réserve de Pamalé, on l'a donnée à un colon, enfin vendu quand même, mais à un colon. Et de nouveau, la famille a atterri à Tiamou. Donc, vous voyez, c'est des gens qui ne sont pas bien accueillis, qui ne sont pas bien dans leur peau, qui sont... Voilà. Donc, et ces gens-là, ce sont des gens qui sont
qui sont partie prenante dans pratiquement toutes les révoltes. Et moi, j'avais trouvé un document au SHD, là, à Vincennes, où en 1930, on faisait c'était un militaire qui faisait le recensement de toutes les révoltes qu'il y avait eu. Puis il y a aussi un autre livre, qui est un livre d'un Calédonien qui s'appelle Savoie, qui avait écrit un livre d'histoire en 1920. Lui aussi, il terminait tous ses chapitres. Alors tous les ans, on voit des indigènes qui ne sont pas contents d'être colonisés, quoi, quelles qu'en soient les raisons. Alors, les raisons, je vais quand même être assez simple. La première chose, ce sont bien entendu les spoliations foncières. Pour mettre des colons, il a fallu repousser les tribus kanaks qui n'ont pas voulu accepter des étrangers comme ça sur leur terre. C'est la première des raisons. Ensuite, un petit peu dans le désordre, les Kanaks sont les seuls à payer un impôt direct qui s'appelle l'impôt de capitation. Ils font des prestations. Alors, ils ne sont pas les seuls à faire des prestations. Les libérés, par exemple, sont contraints aussi à des prestations. Mais quand on voit ce qu'ont accompli tous les indigènes dans tous les secteurs, là, on se rend compte à quel point ils ont quand même beaucoup contribué au désenclavement de la Grande Terre, comme on pourrait le dire. Il y a ensuite les guerres de religion, puisque la religion protestante n'est arrivée vraiment sur la Grande Terre qu'à partir de 1903, à partir du moment où le pasteur Lénart prend les choses en main, et lui, il envoie vraiment, il forme ses natas ici, et il les place. Et en 1914, par exemple, il y a eu l'incendie de 2 temples. Bon, vous inquiétez pas, les protestants se sont bien vengés sur les catholiques aussi. Mais malgré tout, ça donne une ambiance qui est vraiment délétère. Après, dans tout ce que les... Enfin, ça serait trop long de faire le recensement de tout ce que les Kanaks peuvent reprocher, si vous voulez, à l'administration, aux gendarmes, aux missionnaires, et surtout à ceux des leurs qui se sont alliés, on les appelle les alliés des Français. Donc cette division-là entre les deux, c'est ce qu'on appellerait une guerre civile, quoi, tout simplement. Alors, toutes ces choses-là pèsent énormément. Et puis, là où la guerre, elle arrive directement, le recrutement se fait à Koné, à ce moment-là, il se fait sur la côte Est. C'est le chef des affaires indigènes qui est responsable du recrutement. Selon les endroits, c'est soit le gouverneur lui-même, soit le chef des affaires indigènes, soit le commandant, qu'on dit comme sup aujourd'hui, la militaire. Et là, c'est Fourcade. Et donc, d'abord, en premier, les syndics commettent des erreurs, c'est-à-dire qu'il y a des petits chefs, des chefs qui commencent à renacler et à dire non, moi, je n'ai plus de soldats à donner, puisque il faut que chaque tribu donne 10 soldats pour un homme qui paie la capitation. Et quand on regarde, parce que ça, on a tous les papiers là-dessus, on a tout ce qu'il faut. Quand on regarde le nombre d'impôts de capitation qui a été payé dans telle ou telle tribu, où il y avait au maximum d'ailleurs peut-être 9 hommes, la tribu d'Azareux, c'est dans ce cas-là, non seulement ils ont déjà donné leurs 9 hommes, mais on leur en réclame encore. Donc il y a un moment où ça éclate, quoi, ça ne va plus. Donc le petit chef, j'ai oublié son nom, il faudrait que je le retrouve. Donc il y a un petit chef à Koné qui refuse de donner ses hommes. Donc dans la nuit, il est emprisonné dans la prison. Vous connaissez le fort de Koné, les portes ne sont pas fermées, donc il prend son cheval, il rentre chez lui. Mais auparavant, il y avait eu une bagarre entre protestants et catholiques à Cognambo, où, paraît-il, les uns avaient brûlé les cases et les autres détruit les plantations. Vous voyez, l'ambiance est vraiment très mauvaise. Donc, le Fourcade, qui semble ne pas pouvoir gérer la situation tout seul, il fait appel au gouverneur, et le gouverneur envoie par le tour de côte une quarantaine de militaires qui sont là. Il y en a pourtant presque plus, mais
il n'y a pas de bateau qui emmène les soldats qui sont mobilisés, donc on les remobilise en vitesse et on les envoie par là. Alors, il y a tout un tas d'allées et venues entre les militaires et ceux qu'on appelle déjà les rebelles, donc c'est le chef Noël qui serait le principal chef de toute cette affaire-là. Donc avec des coups de feu qui sont tirés avec des blessés de part et d'autre. Et puis, tout doucement, se met en place une guérilla. Guérilla, c'est le mot en français pour désigner ces choses qui se passent. C'est-à-dire qu'au début, ce sont simplement des vols dans les stations des colons. Alors, sur la Grande Terre, vous savez ce que c'est qu'une station de colons dans la chaîne. C'est 4 piquets et 2 bouts de tôle. Et puis, alors, dedans, parfois, les colons laissent des cartouches, une selle de cheval, un peu de nourriture. Donc, au début, voilà, c'est simplement des vols comme ça. Et puis, les insurgés, parce qu'on commence à les appeler insurgés maintenant, c'est plus seulement les rebelles, vont aller jusqu'à voler des choses beaucoup plus importantes, brûler des maisons de colons dans la chaîne encore. Et puis, une étape encore supplémentaire, assassiner. Alors, je relisais hier ou avant-hier ce que j'ai comme note là-dessus. On dit que le devin Paetou, le conseiller du chef Noël, lui avait dit que pour gagner la guerre contre les Blancs, il fallait tuer des Blancs et manger leur cœur ou leurs viscères. Je ne suis pas mélanésienne, donc je ne peux pas dire si c'est vrai, pas vrai. Alors, il semble qu'il y ait eu des cas d'anthropophagie. Là où il y a vraiment l'anthropophagie avérée, c'est à la fin de la guerre kanak, là, après l'assassinat des Grassin, Papin et le Javanais qui est là. À ce moment-là, vraiment la terreur, on peut dire, s'empare de la Nouvelle-Calédonie avec des rumeurs. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est le pays des rumeurs. Depuis 1915, le journal, le Bulletin du Commerce, mais s'il y en a qui sont profs de littérature, là, ce sont des moments d'anthologie là-dedans. C'est vraiment des descriptions, mais à faire peur. C'est d'ailleurs pour ça, c'est destiné à faire peur. Donc, tous ces moments-là sont des moments difficiles. Même les habitants de Nouméa craignent que des hordes de Kanaks viennent les tuer dans leur sommeil. Moi, j'ai rencontré la dernière dame qui s'appelait Mademoiselle L'Huillier, qui est morte à 113 ans, je crois. Elle était jeune fille au moment de la Première Guerre mondiale et elle me racontait mais le soir, à Nouméa, ils s'enfermaient. Ils avaient fait mettre des volets partout. Quand il n'y avait pas de volets, ils collaient des planches sur leur maison et que tout le monde était terrorisé par ces idées-là. Ça vous donne une idée de l'ambiance, encore une fois, qui règne partout. Donc là-dessus arrive l'assassinat des Grassin-Papin dans la vallée de Weava, près de Yengen. Et là, le gouverneur qui n'arrive plus à maintenir l'ordre dans sa colonie, parce que un des rôles du gouverneur à cette époque-là, c'est le maintien de l'ordre et la sauvegarde de la colonie. Donc lui, il estime qu'il ne peut plus sauvegarder sa colonie, qu'il ne peut plus maintenir l'ordre, puisqu'il a utilisé tout ce qui était possible. Donc il mobilise les derniers appelés qui ont à peine 18 ans, il mobilise tout ce qui peut rester comme militaire, et puis là-dessus, il arrive une chose intéressante, c'est que le bateau de permissionnaires qui devait revenir au mois de mars-avril, qui avait coulé près de Tunis, là, en Méditerranée, les soldats ont fini par trouver un navire, l'Alcantara, qui les ramène là. Et à ce moment-là, le gouverneur remobilise immédiatement à leur descente. Il ne les laisse pas partir en permission et il les mobilise au service de la répression de la révolte. On a donc à ce moment-là une armée véritablement constituée. Et puis de l'autre côté, des insurgés qui sont partout dans la montagne. Et puis, en lisant les journaux, je me suis rendu compte que l'hiver de 1917, donc juillet-août, mais il fait très froid. Les températures descendent jusqu'à 3 degrés.
Donc 3 degrés pour des gens qui se sont sauvés dans la montagne, des femmes, des hommes, enfin des vieillards, des enfants aussi, qui n'ont rien à se mettre sous la dent, qui n'ont rien à se faire pour se protéger, mais ça a dû être quelque chose quand même d'assez dur, quoi. Et lui, il arrive et il maintient l'ordre. Alors c'est vrai que ça ne va pas durer très longtemps. Il y a des insurgés qui vont se rendre. Alors, ils se rendent généralement sur les conseils des missions, parce qu'ils vont justement se nourrir. Dans les missions catholiques et protestantes, on les aide. On prépare des vivres, on prépare des couvertures, on les aide. Donc, en échange, on leur donne de bons conseils et on leur dit « mais non, rendez-vous, rendez-vous ». Donc, à ce moment-là, ils se rendent justement dans les missions. De là, un navire vient les chercher et les emmène en prison à Nouméa. Et puis les autres, eh bien, ils sont tués. Noël va mourir sous les coups d'un arabe, on dit un arabe, mais c'est tout simplement un concessionnaire qui a joué mauvais jeu parce que c'était quelqu'un qu'il connaissait, d'après des témoignages. Donc moi, c'est Benoît Trépied qui dit ça. Je n'ai pas vérifié, mais c'est bien possible. Et en réalité, quand il vient, il est épuisé, et l'autre lui coupe le cou. Donc la révolte va se terminer comme ça. Il va y avoir pendant 2 ans donc, des hommes qui sont en prison. Petit à petit, ces hommes-là vont être autorisés à travailler à Nouméa. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des engagistes sur Nouméa et ce qu'on appelle le Grand Nouméa aujourd'hui. Ils ne restent pas tous en prison. Ne restent en prison que ceux qui ont commis des crimes de sang. Les autres qui étaient des témoins, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas une mauvaise période finalement pour eux, parce qu'ils gagnent de l'argent, ils sont payés, et ils doivent rentrer le soir, dormir à la prison, mais c'est toujours leur vie qui est sauvegardée. Ensuite, donc, le procès arrive. Au procès, on est obligé de dire quand même que le procès, c'est le procès mené par Maurice Lénart. C'est lui qui apporte absolument à la défense tous les arguments. Je ne vais pas vous les développer parce qu'il y en a énormément. Le procès dure 2 mois, je crois, et au bout de ce temps-là, il y a 5 condamnés à mort, une dizaine de condamnés aux travaux forcés, donc à partir aux Nouvelles Hébrides, et puis d'autres condamnés à 5 ans de prison, 2 ans de prison. Il faut savoir aussi qu'en 1923, le gouvernement français va faire une loi d'amnistie pour justement tous ces condamnés des révoltes indigènes, comme on dit, des révoltes indigènes dans ces colonies. Donc en 1923, tout le monde va être libéré, sauf, encore une fois, les crimes de sang. Et parmi les 5 condamnés à mort, le temps que toutes les choses se mettent en place, en réalité, il y en a déjà 3 qui sont morts de maladie. Il y en a, 2 qui sont morts de maladie, 2 qui sont guillotinés, et puis un qui a fait quoi ? Qui a été amnistié aussi après. Voilà. Donc, tout ce que je vous ai dit là, j'ai essayé de reprendre, enfin j'avais essayé moi dans ma thèse, mais il y a longtemps maintenant, de reprendre tout ce qui avait été écrit à l'époque, tous les témoignages aussi qui avaient été recueillis, qui étaient écrits dans des lettres des uns aux autres. Là, on se rend compte aussi de la grande influence qu'a Maurice Lénart auprès du gouverneur. Les 2 femmes sont amies, la femme de Maurice Lénart et la femme du gouverneur sont amies. Elles avaient créé au début de la guerre un comité d'aide aux soldats calédoniens, qui a été ensuite transformé, mais elles sont restées amies. Et Madame Lénart, pendant le temps de la révolte de 1917, elle est restée à Nouméa avec ses enfants, et son mari lui écrit tous les jours. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui, nous, d'avoir encore toutes ces lettres-là, toute cette correspondance. Et dedans, le pasteur Lénart écrit tout ce qu'il fait. J'ai nommé un tel dans tel endroit, j'ai demandé à un tel d'aller voir ici, à tel endroit on a fait ci, on a fait ça. Alors, on peut compter sur, je pense, l'honnêteté intellectuelle de Maurice Lénart. C'est vraiment, on ne peut pas mettre son honnêteté en doute. Mais par ailleurs, quand il raconte à sa femme des on-dit,
Hein. Oui, le nata de tel endroit m'a dit que, le nata de tel autre endroit m'a dit que. Vous voyez, là, ça peut être sujet à caution parce qu'il dit quelque chose qu'il n'a pas vu, dont il n'est pas sûr. Je vais revenir une seconde sur les exactions qui ont été commises, parce que je vous ai dit, il y a des condamnés du côté des indigènes, mais par contre, il n'y a aucune condamnation du côté des Européens. Hein, ce sont des colons, ils ont tous les droits pour eux, ou des militaires, et donc il n'y a aucune condamnation qui est faite. Par contre, tout ce que les colons ont demandé comme dommages et intérêts, en quelque sorte, eh bien, ne leur seront jamais payés. Le fameux arabe qui a tué Noël, normalement, il y avait une prime de 2000 francs. 2000 francs. On gagnait 3 francs à l'époque, hein, 3 francs 50 par jour à l'époque. Donc il y avait une prime de 2000 francs. Ah mais non, il ne l'aura pas parce que... Et puis ça va traîner comme ça. Donc vous voyez, cette fin de guerre kanak, elle s'est terminée, elle n'était pas terminée, quoi. Alors, quand après, en 1984, on a dit oui, c'est une résurgence, moi je n'ai pas fait d'enquête ethnologique, hein, mais il y a sûrement eu des résurgences, effectivement, après des périodes quand même où on a, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas oublier qu'il y a 350 Kanaks qui se sont engagés. Alors, loyauté et grande terre. Volontairement, hein, pareil. Après, il y a eu la création de l'UICALO et de la ICLF, c'est-à-dire les églises qui ont pris en main les survivants, et puis voilà. Et l'entrée en politique, hein, ça c'est Olivier Houdan qui pourrait vous parler de ça très bien. Et puis quand même un peu le ratage de la période des années 70, là, depuis... toutes ces lois-là, et puis d'un autre côté, la formation des mouvements, comment c'était, je ne sais plus, là, socialiste et indépendantiste, ou enfin il y avait un terme comme ça. Donc on voit apparaître de plus en plus des hommes qui savent lire, qui savent écrire, qui ont voyagé, qui savent faire des choses, qui savent argumenter, qui savent expliquer leurs problèmes. Par exemple, on voit dans les promesses qui avaient été faites au moment de l'engagement, je dis bien les promesses faites par les engagistes, pas par la France. La France, elle n'a jamais promis aux tirailleurs qu'ils seraient citoyens, ça c'est pas vrai. Hein. Par contre, les engagistes, oui, le gouverneur, oui, le commandant supérieur des troupes, oui, il avait dit toutes ces choses-là. Et puis, il y avait une chose importante, et ça c'est le pasteur Lénard qui avait promis. Ben oui, on dit, dans sa lettre, c'est écrit comme ça, on dit que vous récupérerez vos terres. Et dans l'entre-deux-guerres, il y a un certain nombre de Kanaks, dont Achomanéron, qui font le siège régulièrement du gouverneur pour dire il faut que vous écriviez au ministre pour qu'il nous rende nos terres. On nous a promis nos terres, on nous a promis, mais on leur avait promis tellement de choses. On leur avait même promis des femmes blanches. Pour les faire engager. Donc, entre le ramassis drago d'un côté puis la réalité de l'autre, eh bien, on a des hommes qui se sont levés. Alors là, je pense qu'on peut rendre hommage à Maurice Lénard, hein, d'avoir aidé à dresser les hommes, en faire des hommes libres et conscients de la vie qu'ils mènent. Voilà, donc mon exposé est terminé. Oui, si vous avez des questions, on peut y répondre là. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que, enfin, avec le contexte de l'époque, est-ce que le pasteur Lénard n'a pas subi des pressions de la part de l'administration coloniale de l'époque pour qu'il, vu qu'il a très bien fait son travail, quoi. Il a eu beaucoup d'engagés, enfin de volontaires par rapport on va dire aux catholiques, enfin pour simplifier, quoi. Voilà, c'est juste que parce que bon, par la suite les catholiques, pourquoi ils n'ont pas, enfin eux ils ont plutôt
pour ne pas recruter beaucoup. Enfin, ils ont fait la campagne du non pour ne pas recruter plus, quoi. Voilà, c'est... Oui. Alors, les catholiques ont été très partagés, pas besoin du micro, peut-être. Juste au début de la guerre, enfin au début du recrutement des tirailleurs kanaks, ils ont refusé parce que les missions catholiques, elles étaient vraiment partout là où il y avait des Mélanésiens. Et eux, enfin, dans leurs écrits, on voit très bien, ils relèvent les maladies, les mauvais traitements, l'impôt de capitation, enfin tout ça. Ils sont conscients de tout ce qui leur tombe sur la tête. Et ils ne veulent pas que des hommes qui sont déjà quand même tellement chargés aient encore une autre obligation. La dernière, c'est le problème de la santé dont je vous parlais. Il y a des léproseries partielles. Il y a de nombreuses léproseries partielles. Et les léproseries partielles, elles rapportent de l'argent aux grands chefs, et puis de la nourriture. Et si on laisse partir des gens qui sont malades, c'est autant de choses qui ne vont pas rentrer du côté du grand chef. Maintenant, les missionnaires, ils ont un autre argument. Par exemple, dans une lettre, enfin dans plusieurs lettres même, du père de Thurey, qui est missionnaire à la mission d'Azareux pendant la guerre, il écrit à plusieurs moments, bon, mon premier frère est mort à tel endroit, c'est bien triste, enfin, etc. Puis son deuxième frère meurt, puis son troisième frère. Et puis là, quand le troisième frère meurt, on voit son discours changer, et il dit, mais pendant que tant de nos jeunes hommes, sous-entendu jeunes Français, meurent, il ne faut pas que les indigènes de nos colonies restent à l'écart. Il faut aussi qu'ils aillent défendre le pays. Donc ce discours, moi j'ai vraiment schématisé tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui a évolué au fil des années de guerre. Et puis ça dépendait beaucoup de la personnalité du missionnaire en question. Je pense par exemple que le pasteur Lénart devait avoir une très forte personnalité. Alors maintenant, a-t-il subi des pressions de la part du gouverneur? En ayant étudié le caractère du pasteur, comme je l'ai étudié, si vous voulez, enfin, c'est surtout les gens là qui ont écrit dessus. Clifford, par exemple, il en fait de très bonnes descriptions. Je ne pense pas que Lénart ait été quelqu'un qu'on puisse influencer. Je pense que c'est parce qu'il le pensait vraiment, c'était ses convictions absolues à lui. Bon, malgré tout, du fait que leurs deux femmes étaient amies, il y avait forcément des choses qui se disaient dans les couples et qui venaient, oui, mais là on est un peu dans les suppositions et puis on n'a pas de preuves flagrantes de tout ça, quoi. Oui. Par rapport à ce débat, est-ce que vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît? Sinon, je vous entends pas. Moi, il me semble, Sylvain, tu me diras si tu es d'accord avec moi, que, en gros, disons, à partir du début du XXe siècle, les 2 décennies jusqu'à la guerre, il y a les deux orientations, d'une part du protestantisme et d'autre part du catholicisme, sont les suivants. C'est-à-dire, moi j'ai le sentiment que l'Église catholique, elle est un peu pour une politique, alors c'est pas péjoratif, politique de réduction, c'est-à-dire, si vous voulez, en fond, on protège les indigènes, on les laisse dans les réserves. C'est-à-dire les gens ne doivent pas sortir finalement des réserves. C'est un peu l'idée qu'il y avait eu en gros à Saint-Louis, mais on le sent ça. C'est pas la peine, quelque part, on ne les incite pas à se frotter, si vous voulez, au monde moderne. Et Lénart, justement, va prendre un positionnement radicalement différent par rapport à ça. Lénart, il va inciter justement, les jeunes, à travers les écoles, l'apprentissage du français, apprendre aussi, par exemple, à se défendre quand ils vont vendre leurs produits, etc., etc. En fait, il y a la volonté, que les protestants, finalement, entrent d'une certaine façon dans la société calédonienne de l'époque, alors que l'Église catholique est vraiment plus pour
pour une politique, si vous voulez, de renfermement, de protection. Hein. Bon, je veux dire, on pourrait y réfléchir sur les raisons, c'est assez compliqué, mais enfin, en gros, ça se résume à ça. Et il me semble, Sylvette, là aussi tu me diras si tu es d'accord avec moi, je pense que le pasteur Lénard, bon, qui était nationaliste, comme on l'était à ce moment-là, il était pasteur, mais il était français, hein, bien sûr, c'était un élément important, mais il y avait aussi chez lui l'idée, justement, que les jeunes soldats protestants allaient découvrir le monde moderne, découvrir la France, montrer aussi qu'ils étaient prêts, comment dire, parce que c'est toujours, on sent bien ça chez les protestants, hein, que, comment dire, qu'il faut faire confiance aux Kanaks finalement pour entrer dans la société moderne. Parce qu'avant la guerre, là aussi on en avait parlé d'ailleurs une fois avec Sylvette, s'était posé le débat déjà d'accorder d'une certaine façon le suffrage universel en Nouvelle-Calédonie. Il faut bien dire que souvent c'est les colons qui ne l'ont pas voulu. Et notamment les protestants ont milité, et notamment les Nards, ils militaient, si vous voulez, pour que ce suffrage, enfin relativement universel, puisque c'était que les femmes, au passage, puisque même en France, comment dire, les femmes ne pouvaient pas voter. Donc, en fait, ça se situe, je pense, dans cet esprit-là. D'un côté, les catholiques qui sont vraiment dans une perspective un peu, voilà, de ces réductions, qui était une politique catholique poursuivie depuis les jésuites. Vous savez, au Paraguay, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je ne sais pas si vous avez vu le film Mission et tout ça. C'est assez typique souvent de l'attitude des catholiques, ça. En fait, on dirait qu'ils ne sont pas favorables ou qu'ils craignent d'une certaine façon, si vous voulez, la confrontation qui est très forte et très difficile avec le monde extérieur. Et les protestants, eux, vont s'engager sur le fait que non, justement, il faut, comment dire, par l'apprentissage du français, l'apprentissage du calcul, etc., il faut se lancer dans le monde moderne. Voilà. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire ? Les protestants cherchent à former une élite locale, alors que les catholiques peinent encore à accepter un clergé local. Bon, ce n'est pas la question aujourd'hui, mais il faut voir le nombre de natas qu'il y a par rapport au nombre de prêtres catholiques. Je veux dire, en 14-18, il n'y a aucun prêtre catholique. Pouvez-vous nous donner le nombre de morts, de personnes qui sont revenues et quelle aura été cette insertion des tirailleurs kanaks? Parce que si j'ai bien compris, ils étaient autour de 700. Donc, si vous aviez des chiffres là-dessus. Mais je voulais particulièrement poser cette question concernant la mobilisation et la propagande, parce que vous dites que la France n'a jamais n'a jamais voulu donner la citoyenneté par le biais du départ à la guerre. Donc, qui représentait la France et à ce niveau-là, parce que bon, le gouverneur était quand même le représentant de la France et apparemment il le disait. Donc, et pourquoi Monsieur Lénard, le pasteur, est-il intervenu dans ce domaine-là alors qu'il n'avait peut-être pas de source sûre? Voilà, c'est une interrogation parce que dans le discours ambiant, on a souvent tendance à dire que c'était une des raisons majeures de la mobilisation des tirailleurs kanaks protestants. Lénard devait avoir le texte de loi. Le texte de loi, il a été publié dans le JONC. Moi, je l'ai trouvé dans le JONC aux archives, là. N'importe qui pouvait voir ce qu'il y avait dans le JONC. Alors, le texte de la loi elle-même, puis le texte des décrets, et ensuite le texte des arrêtés. Et quand on fait l'analyse de ces différents textes juridiques, moi, je ne suis pas juriste, donc il y a des choses que... Peut-être je pourrais dire aussi des bêtises, mais quand on regarde les textes juridiques, on se rend compte qu'il y a un besoin d'hommes et qu'à cause de ce besoin d'hommes-là, eh bien, tout peut être accepté. Je veux dire, le texte de loi, il donne les conditions d'engagement, il donne le salaire que va toucher le tirailleur, le pactage qu'il va recevoir, enfin, des conditions matérielles, uniquement des choses matérielles. Ce que sa veuve va toucher si jamais il meurt, avec le problème que les Kanaks ne se marient pas devant monsieur le maire, donc quand il y en a un qui meurt, il a une femme et 3 enfants, ils n'ont droit à rien, puisque où est le mariage ? Voilà. Alors plein de choses comme ça,
Et l'histoire des citoyens, c'est beaucoup les colons qui ont... les colons et puis enfin, dans les endroits où j'ai pu trouver des vraies preuves, il n'y en a pas des masses, hein, eh bien, oui, je veux dire, et les gendarmes aussi. Le fameux gendarme Faure, là, il y a un rapport aux archives où il décrit les gendarmes de Thio, donc qui disent donc, au chef là-bas, il faut m'envoyer des tirailleurs parce que on vous rendra vos terres. Et c'est comme ça, on vous rendra vos terres, vous serez citoyen, et puis vous aurez des femmes blanches. C'est lui qui disait ça. Donc, en réalité, on leur a donné, on leur a construit des temples ou des chapelles. Enfin, la colonie a aidé à construire des temples ou des chapelles. Elle leur a donné, ça se compte sur les doigts d'une main, hein, ce qu'ils ont eu comme avantage après la guerre. J'allais y venir. Alors, les tirailleurs ont droit aux soins gratuits, hein, comme tous les anciens combattants. Ils ont droit aussi, dans certaines communes, à un lot de colonisation. Et avec Ismet, on s'était demandé, parce que j'avais retrouvé à Paris, là, une lettre d'un pasteur qui est bien connu, d'un curé de Thio. Il avait lancé un questionnaire dans les tribus pour demander aux anciens combattants d'abord, et puis à tous les hommes ensuite, s'ils acceptaient de devenir citoyens. Et avec Ismet, on a réfléchi à ce truc-là. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous a dit qu'ils ne voulaient pas être citoyens, puis après on leur propose d'être citoyens. Enfin, et en réalité, en réfléchissant, on s'est dit une chose. Ils n'ont pas accepté non plus, la plupart, les lots de colonisation. Et c'est ça qui nous a mis un petit peu sur la voie. C'est-à-dire que le Kanak, qui acceptait d'être citoyen, il perdait son statut dans le clan, dans la tribu, il perdait son droit au foncier de la réserve. Et la plupart d'entre eux ont refusé. Les seuls qui ont accepté, il y a eu quelques lots de colonisation comme ça sur Koumak, quelques-uns sur La Foi, et puis c'est le jeune Ouamitan là, qui a fait sa thèse là-dessus, qui en avait trouvé un autre. Mais il n'y en a presque pas. Alors que ça, c'était ouvert, quoi. C'était... L'accession au statut de droit commun, elle était assortie de la possibilité d'avoir un lot de colonisation, comme les colons en avaient. Ah ben oui, pour avoir droit à un lot de colonisation, il fallait être citoyen. Donc il fallait accepter la citoyenneté. Et le sondage a été totalement négatif, hein, mais le curé n'a récupéré que très peu de réponses positives. Les gens ne voulaient pas partir de leur... je veux dire, la réserve, c'est un mot un peu péjoratif, mais d'un autre côté, ils étaient vraiment chez eux, là. Hein, c'était... Voilà. Alors, ma première question, combien sont morts oui, excuse-moi, j'ai oublié. Alors, dans les indigènes, il y en a eu d'embarqués 948. Je vous ai cité ceux qui sont morts ici, hein, entre-temps. De Kanak de Nouvelle-Calédonie. Hein. Donc là, il y a les Loyaltiens et ceux de la Grande Terre. Donc, embarqués en tout, hein, avec les indigènes des autres, il y en a 978. Mais 948, Kanak. Ceux qui sont morts, 382. Moi, j'en ai retrouvé deux de plus depuis que j'ai fait ce papier-là. Ça représente 34,57% des effectifs engagés. Les effectifs engagés, alors j'ai calculé 1137, desquels j'ai déduit les réformés, c'est-à-dire ceux qui sont repartis tout de suite, hein, qui sont sur la liste, mais qui sont repartis tout de suite. Donc il en restait 1105. Et sur 1105, donc ça fait presque 35% des indigènes. Ça reste quand même les indigènes des colonies françaises qui ont le plus, on dit, donné leur sang pour la France. Par contre, chez les Européens, c'est exactement la même moyenne que les métropolitains. C'est assez étonnant, mais 18%. Voilà.
Alors, la dernière chose que je voulais dire, 1933, pour te répondre à ta question, Christiane, en 1933 est constitué le ministère des anciens combattants, qui s'appelle aujourd'hui l'ONAC. Et ce ministère, il est chargé de recenser tous les anciens combattants, de recenser tous les morts à la guerre, et demande aux communes de préparer ce qu'on appelle un livre d'or. Alors, ce livre d'or, moi je l'ai vu, mais il n'a jamais été publié en Nouvelle-Calédonie. Alors que dans toutes les autres colonies, j'ai une amie en Martinique là, qui a fait ça il y a quelques années, elle a retrouvé le livre d'or et elle l'a fait publier tout de suite. Alors, en Calédonie, on n'a jamais été d'accord sur qui était créole et qui était... Monsieur le maire me disait, monsieur le maire Lec, tape du poing sur la table à chaque fois, il dit « Madame Boyer, je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de créole en Calédonie. » Donc, voilà encore un autre truc où on chiffonne comme ça. Et donc 1933, après toutes ces listes d'un tas de choses, à nouveau, là c'est pas à nouveau, c'est le ministère dit les Kanaks qui veulent être citoyens, ils peuvent l'être. C'était possible avant, j'en ai trouvé un qui s'appelle Maurice Wameau, qui est devenu citoyen français, il est de Touault, il est devenu citoyen français en 1924. Dans des conditions un petit peu particulières, mais il est devenu français. J'en ai trouvé qu'un. Donc 1933, c'est tous les anciens combattants qui ont le droit de demander la citoyenneté, mais ce n'est pas lié. C'est là qu'ils vont obtenir leur carte d'ancien combattant et la pension d'ancien combattant qui leur est due. Parce que ça, la pension, c'était marqué dans la loi de 1915. À la fin de la guerre, ils devaient avoir une pension d'anciens combattants au prorata du nombre de mois ou d'années qu'ils auraient passé à la guerre. Voilà. Oui, bonjour madame, merci pour la présentation. Non, je voulais revenir à ce qu'on disait là, le terrain des tirailleurs. Moi j'ai une position à porter là-dessus, parce qu'il ne faut pas confondre terrain du tirailleur et comme un agrandissement de réserve. Ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Quand je dis terrain du tirailleur, moi je suis au courant parce que j'habite la vallée de Néawa. Et à une certaine époque, je sais qu'il y a eu des promesses tenues en ce sens-là, qui n'ont pas été respectées. L'agrandissement de réserve, c'est une demande faite par le conseil des anciens à l'époque, aujourd'hui le chef de clan ou la grande chefferie. L'agrandissement de réserve se rapporte au terrain domanial. Terrain domanial, qu'on dit, qui a été saisi à l'époque par l'État, quoi. Donc, c'est le terrain d'une tribu que les autorités coutumières demandent à ce que leur soit remise. Mais tandis que le terrain du tirailleur, c'est un terrain promis. Oui, c'est autre promis, chose. c'est le domaine. C'est le domaine public de l'époque. Ça, c'est comme ça que je vois la chose. Le problème de ce qu'on appelle le domaine public de l'époque, un jour avant, longtemps, il avait appartenu aussi à des clans. Voilà, c'est ça. Et mais c'est quand la colonisation s'est implantée, oui. C'est la colonisation qui a, comment on dit ça, c'est quoi le mot déjà, Qui a imposé. qui a spolié, voilà. Oui. C'est la colonisation qui a spolié la terre du Kanak. Alors on permet au Kanak de lui redonner sa terre pour qu'il aille à la guerre. C'est un peu de chantage. Ah bon, mais pour aller à la guerre, c'est toujours du chantage. Hein. Oui. Toujours. Bien heureux encore si vous rentrez vivant. C'est-à-dire, par rapport à la question de l'agrandissement de réserve, je dirais qu'il y a deux périodes, qu'il faut bien distinguer, si vous voulez. Il y a l'entre-deux-guerres, où il n'y a pas eu d'ailleurs, c'est des petits aménagements. Déjà souvent à la demande des autorités coutumières, mais beaucoup moins structurés, organisés que ce qui va se passer après dans les années 70, où pratiquement là, l'ensemble des tribus va procéder, et puis de manière beaucoup plus organisée, à des revendications foncières. Mais déjà dans les années 30, c'est-à-dire 40 ans avant les années 70 en fait, au minimum, il y a eu comme ça, à certains endroits, quelques agrandissements de réserve. Avec me semble-t-il, des flous sur le fait que c'était pour les tirailleurs ou pas. Mais bon, c'est un débat qui reste ouvert. Que les agrandissements de réserve, il y en a eu justement dans la région de Vaud,
Alors c'est pareil, c'était 10 hectares ou 20 hectares, hein, c'était pas grand-chose. Mais juste avant la guerre de 17, et que moi c'était une question que je m'étais posée, est-ce que ça n'a pas été aussi un facteur de cette rébellion de ceux qui n'avaient rien eu, qui ne faisaient pas partie de... Voilà, parce que les réserves, elles ont souvent bougé un petit peu, puis j'allais dire, quand c'était des grands morceaux encore, on pouvait peut-être installer différents clans, différentes familles, et puis retrouver aussi des propriétaires d'antan. Mais quand c'était des tout petits bouts, comme ça, 10 hectares, un petit morceau de rivière, un petit pic ici ou là, c'était... Enfin, mais après, là, on est dans le domaine de la supposition, là, on n'est pas dans l'histoire. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il est quasiment 13 heures. Je n'avais pas vu l'heure. Vous avez tenu le marathon. Donc, merci beaucoup, Madame Boyer. Merci aussi à sa copilote, Christiane Terrier. Et je pense que, comme il est de tradition à Doneva, vous allez pouvoir vous rafraîchir et vous restaurer en sortant. Merci à tous d'être venus et puis à très bientôt pour une prochaine conférence. Voilà.